le fait d'accepter n'importe qui et n'importe quelle typologie de mission, c'est qu'au bout de quelques mois, tu vas commencer à te rendre compte que tu n'es pas rentable sur les dossiers, énormément de sollicitations. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un très gros tri. Il déposait pas les factures, il mettait un stress au collab, il répondait jamais au téléphone. Une relance, deux relances, trois relances. Je te sors du cabinet parce que je suis pas apte à faire ta mission, tu me réponds jamais. Le luxe, il doit arriver dès le départ. Tu connais ta manière de bosser, tu sais comment tu dois fonctionner, comment tu dois budgétiser tes honoraires, et dès le départ, tu dois le faire. Et nous, l'objectif du premier rendez-vous, c'est vraiment de donner full valeur. Ça a un certain coût, mais par contre, si tu respectes pas certaines conditions, moi, j'ai pas d'intérêt à bosser avec toi. On a tous des outils, mais est-ce qu'on les utilise réellement? Est-ce qu'on est vraiment formé à ces outils-là? On les sous-exploite énormément, et le meilleur conseil que j'ai à donner aux experts comptables, c'est arrêtez de les tester vous-même. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass où j'accueille un ami, mon cher Mohamed Chila. Bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup, Nicolas. On va faire une V2 là. Alors, j'en fais pas beaucoup des V2, mais là, c'est bien parce que ça s'y prête, parce qu'il y a un épisode qui va sortir avec un alternant qui travaille chez toi et donc qui raconte pas mal de choses sur son expérience d'alternant au sein du cabinet. Et j'ai pas vu le podcast. Ah, exactement, parce qu'on vient de le terminer. Donc là, du coup, on enregistre tout de suite et c'était pas prévu. Par contre, je me suis dit, très intéressant, ça fait 18 mois que tu as lancé ton cabinet. Ouais. Vous êtes une quinzaine de personnes. Donc ça veut dire que tu as passé le cap qui est représentatif de 30% des cabinets français, parce que 70% des cabinets en France sont moins de 10 collaborateurs. Que dans cette aventure, tu as eu un ascenseur émotionnel, des hauts, des bas, des remises en question, des structurations. Et pour moi, en fait, c'est un épisode qui doit être concret, en mode voici l'ensemble des erreurs que j'ai commises, et voici les solutions que j'ai en face ou que je imagine ou que j'envisage ou que j'ai déjà commencé à initier pour justement résoudre tous ces problèmes. Bienvenue et merci beaucoup d'être là, Mohamed. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je suis toujours honoré d'être présent. Et j'ai découvert que je faisais un podcast il y a 30 minutes. Tu vois, c'est ça. Écoute, c'est comme ça. Alors, Mohamed, donc du coup, 18 mois, déjà bravo pour cette aventure, mais Merci. J'aimerais qu'on puisse être aussi honnête, concret. Il y a ce qu'on voit, mais ce qui se passe vraiment. Alors vas-y, allons directement dans le vif du sujet. Quelles sont l'ensemble des erreurs que tu as pu commettre dans toute cette aventure des 18 mois? La plus grosse, Vas-y. c'est avoir accepté tout type de mission. En vrai, quand tu te lances, et on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps, hein, mais quand tu te lances, tu dis il faut que j'accepte tout ce qui va être en source d'entrée pour le cabinet, parce que tu as besoin d'argent, parce qu'il faut te faire développer, parce que dire j'ai 50 clients puis 100 clients, bah, ça rassure aussi un client. Mais tu acceptes tout type de clients, tout type de structure, tout type de taille, ce qui fait que tu n'as aucune organisation, tu exploses en fait dans ce que tu fais. Et t'as pas forcément les bons clients, les bons honoraires, la bonne structuration pour pouvoir les accompagner pour certains, et souvent tu réponds pas à leurs besoins. Parce que le client a entendu parler de toi, tu es quelqu'un de nouveau sur le marché, il y a l'effet d'annonce aussi qui fait qu'on vient te solliciter, et le fait d'accepter n'importe qui et n'importe quelle typologie de mission, ça te met dans une double case. La première, c'est que tu continues à grossir, c'est très bien. La deuxième, c'est qu'au bout de quelques mois, tu vas commencer à te rendre compte que tu n'es pas rentable sur les dossiers, énormément de sollicitations, que tu ne réponds pas aux besoins du client potentiellement, et qu'il va falloir que tu fasses un tri très rapidement. Parce que sinon, tes collaborateurs vont en pâtir, tu vas en pâtir, charge mentale, stress, et c'est pas bon pour ton cab. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un très gros tri. Je ne sais pas si on l'a dit, mais on a plus de 300 dossiers aujourd'hui. Mais en réalité, on a plus de 500 dossiers. C'est juste qu'en janvier 2025 et là, cet été, on a fait des gros tris pour sortir les clients qui ne représentaient pas les valeurs du cabinet. Quand on parle de valeurs, c'est vraiment au sens large du terme. C'est-à-dire, parfois, c'est du respect. Parfois, c'est du respect contractuel. Donc, on a contractualisé pour faire bilan TVA et que tu ne voulais pas autre chose. Donc, c'est vraiment... Et que tu demandes beaucoup plus que ce qui est le cas. C'est le respect des conditions de travail un peu. C'est je t'appelle à 22h, je te fais des WhatsApp à toute heure, je te fais un mail à 23h et un mail à 7h du matin parce que je ne t'ai pas encore répondu. Donc, tous ces clients-là, on les a sortis et on a gardé ceux qui sont, on va dire, de qualité pour le cabinet et pour les collaborateurs.
Comment on fait justement pour sortir des clients? Est-ce qu'on leur dit, écoute, en fait, on s'arrête? Est-ce qu'il y a des clauses contractuelles qui fait que ça te permet de sortir? Comment ça fonctionne ça? Et comment ça se motive aussi? Ouais. Tu vois? Nous, l'avantage, c'est qu'il y a eu la période fiscale en même temps. Donc, tu as rencontré tous les clients. Sur cette période fiscale, ceux qu'on a reçus, il y en a certains, on leur a demandé si on répondait à leurs besoins. Ceux à qui on ne répondait pas à leurs besoins, on leur a proposé une porte de sortie immédiate. On leur laisse le temps de trouver un cabinet et on les accompagne vers la sortie. Il y a ceux pour lesquels il y avait des défaillances contractuelles. Ils ne déposaient pas les factures, ils mettaient un stress au collab, ils ne répondaient jamais au téléphone. Donc eux, une relance, deux relances, trois relances, pas de réponse. Bah, je te sors du cabinet parce que je ne suis pas apte à faire ta mission, tu ne me réponds jamais. Ok. Donc ça s'est fait vraiment comme ça sur la durée. Et tu as ceux qui ont, c'est vraiment des cas très très particuliers, en l'occurrence deux, qui ont manqué de respect à des collaborateurs, et dont un très gros dossier. Mais je pars du principe que c'est très compliqué de recruter et que si tu prends position avec ton collaborateur, tu as tout gagné. Et là, pour le coup, on l'a dégagé par manque de respect pour une collaboratrice. Elle se sent bien, elle est moins stressée, plus productive sur ses dossiers. Donc des fois, c'est des choix stratégiques. Tu vas te poser la question et te dire, je vais perdre en honoraire, grosse chute du chiffre d'affaires, etc. Mais en réalité, tu gagnes sur ta charge mentale, tu as beaucoup moins de stress et tu as du chiffre d'affaires de qualité. Donc, ça veut dire qu'en fait, au début, tu rentres, il faut commencer à générer de l'activité. Ouais. Donc, il faut rentrer un maximum de clients. Alors, c'est peut-être pas forcément Ouais. mais du coup, si tu devais repartir au début, comment tu l'aurais construit? Tu vois, est-ce que tu aurais refait la même chose? Parce qu'il faut quand même repartir sur une taille critique, Ouais. un portefeuille qui rentre. C'est quoi avec 18 mois? Bah là, tu as 300 clients, mais il y en avait plus que 500. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si là, tu devais te lancer? Il y a deux versions. Le côté fou aurait dit je fais la même chose. Ok. Tu vois. mais en réalité, non. Je pense que le luxe, il doit arriver dès le départ. Tu sais, aujourd'hui, on dit c'est un luxe de trier. Mais le luxe, il doit arriver dès le départ. C'est-à-dire que tu connais ta manière de bosser et tu sais comment tu dois fonctionner, comment tu dois budgétiser tes honoraires. Et dès le départ, tu dois le faire. Parce qu'en fait, dès que tu acceptes un client à un prix un peu plus faible ou que tu lui réponds à 22 heures parce que tu dis, vas-y, il a un besoin, je lui réponds, lui-même va parler à d'autres personnes qui lui sont similaires, qui lui ressemblent, ce qui fait que tu n'attires pas forcément les bonnes personnes. Donc ce tri, si tu le fais dès le démarrage, le jour où on va parler de toi, on va dire, bah, tiens, va chez Mohamed. Mais fais gaffe, hein. Lui, à 19 heures, il répond plus. Fais gaffe, tu déposes pas tes documents, il va te faire des relances, il peut te dégager. Ce qui fait que ça va te ramener des clients responsables et ça va venir formaliser une bonne relation entre les deux. Très intéressant là. Ça veut dire qu'en fait, le fait aussi de poser un cadre entre guillemets rigide, Ouais. et bah du coup en fait ça filtre. Voilà, ça filtre. Ça filtre naturellement. Et en fait, finalement, tu auras les bonnes personnes qui seront OK avec cette culture, en fait. Ouais. Bah, on a le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un client, je sais qu'il va être très borderline ou qu'il n'est pas là pour les bons objectifs, bah, dès le départ, je ne suis pas en capacité de t'accompagner. Parce qu'on va proposer des honoraires un peu plus chers. Nous, on inclut le conseil, par exemple, dedans. Mais si lui vient que pour de la compta en te disant dans 12 mois, je dépose mes 300 factures et tu me fais ton bilan, ça te prend 5 minutes, c'est que déjà, il a une mauvaise vision de notre métier. OK. Et nous, l'objectif du premier rendez-vous, c'est vraiment de donner full valeur. En disant, voilà, si on t'accompagne, c'est sur telle branche, telle branche et telle branche. Ça a un certain coût. Mais par contre, si tu respectes pas certaines conditions, moi, j'ai pas d'intérêt à bosser avec toi. OK. Tu t'es dit, alors aussi, on continue sur ce point-là. On avait des dossiers qui n'étaient pas rentables. Comment tu analyses la rentabilité d'un dossier? Comment tu sais que bah, tu es bon ou tu n'es pas bon? Quels sont les outils qui te permettent de le vérifier? Ou alors c'est un peu de l'intuition au début? Là, c'est de l'intuition. Ok, j'avoue. Vraiment, c'est de l'intuition. Je vais dire n'importe quoi, mais un dossier qui t'apporte 200 € par mois, pour lequel tu passes 5, 6, 7 heures par mois, si tu valorises ton taux horaire juste à 150 ou 200 €, tu sais que tu es perdant. Ok, je vois. Quand je parle aussi rentabilité, c'est dans la rentabilité, je vais inclure, et je réitère le mot, mais c'est la charge mentale que ça inclut. Tu vois, quand tu reçois un SMS ou un appel et tu n'as même pas envie de lire le SMS, tu te dis, tu sais que ça va te prendre la tête, qu'il va te garder très longtemps. Tu sais que tu n'es pas rentable dessus au sens propre du terme. Tu vois. Ouais, je comprends. Et ça m'est arrivé sur quelques dossiers. Hein. Ok. Genre, ils sont en mute dans les SMS, comme ça, la notification, je la vois le plus tard possible, etc. Et l'objectif vraiment, hein, quand tu acceptes une mission, c'est de te dire je vais bosser en toute sérénité.
Ok, très clair. Merci pour cette première partie d'éléments. Quelle est la deuxième erreur que tu as pu commettre et quels sont les éléments que tu as mis en place justement pour la résoudre? Je regarde mon téléphone parce que je les ai rédigés il y a pas longtemps. On a enregistré le podcast, je dis vas-y, va, écris toutes tes erreurs et puis après on va enregistrer. Donc, la deuxième plus grosse erreur que j'ai pu faire aussi, c'est travailler dans l'opérationnel et la stratégie. J'accentue sur le et, tu vois, parce que et quand je dis ça, c'est travailler 100% dans l'opérationnel et 100% dans la stratégie. C'est impossible et tu cours à perte. Hein. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Tu vois, quand j'étais vraiment tête dans le guidon, je faisais 100% de l'opérationnel. En fait, j'avais 2 collabs qui étaient là, qui faisaient la production. Mais je faisais la TVA, les bilans, les rendez-vous, l'onboarding, la facturation. Mais en même temps, je faisais la strat du cabinet. Et en même temps, j'intervenais sur les sujets techniques du cabinet. Et à un moment donné, je me disais, mais en fait, je suis en train de faire n'importe quoi dans les faits. Et la solution, ça a été de dire, bon, on va recruter. Sauf que immédiatement, ça, tu le vois pas. Tu vois, tu dis, le recrutement, vas-y, j'arrive à gérer mes dossiers, je finis à 23h, j'arrive très bien à gérer mes dossiers. Et c'est faux, tu vois, parce que tu as cette folie entrepreneuriale qui te dit que finir à 23h, c'est hyper bien, etc. Donc, ce que moi, j'ai fait assez rapidement, c'est définir un cadre en me disant, il y a une partie strat cabinet, je me fixe une demi-journée par semaine juste pour voir où est-ce qu'on en est dans la gestion, etc. Il y a une partie qui va être sur l'expertise. Tu as des besoins des clients un peu réguliers sur des sujets vraiment techniques où c'est toi qui interviens, non plus tes collabs. Il y a une partie où j'essaie de me mettre de plus en plus dedans, c'est le côté management. Je suis très, très défaillant sur ça. Je suis un très bon manager, mais en temps de présence, je suis très mauvais sur ça. Ok, je vois. Du matin au soir, je suis en rendez-vous. Et le peu de temps que j'ai, je vais voir les collabs et les sujets, je les passe en 5 minutes. Et je pense que sur la partie stratégie, le côté management, il faut être là parce qu'il faut transmettre, il faut accorder du temps. Donc voilà. C'est vrai, tu vois, toi, tu es associé fondateur Ouais. unique. Donc, une quinzaine de personnes. Franchement, moi, je te dis bravo, tu vois. Ouais. Parce que forcément, je crois que j'avais vu une étude où la capacité moyenne d'une personne, en tout cas à bien manager, c'est avoir 7 personnes sous sa responsabilité. Ok. Mais déjà 7, c'est beaucoup déjà. Parce que si on accorde du temps suffisant, en fait, c'est vrai que tu fais de la strat, de l'opérationnel, du management. Ah, c'est 3 métiers qui sont complètement différents. Ok. Et tu vas être défaillant dans l'un d'eux. Ouais, tu vois, moi, le management, je sais que je suis défaillant. Ok. Donc, on a structuré l'équipe pour que les chefs de mission ou même les assistantes de direction qui sont présentes puissent prendre en charge certains sujets en mon absence. Mais tu restes quand même la personne qui est diplômée. Donc, on a besoin de toi, on a besoin de ton savoir-être, de ton savoir-faire pour réaliser certaines tâches. Très clair. Troisième erreur. Bah, du coup, le recrutement. Parce que tu es dans le guidon, tu te rends pas compte que tu as besoin de recruter. Et ce qui fait que tu continues à grossir, tu as besoin de personnes, jusqu'au jour où tu te prends une claque. Soit de la part d'un client, parce qu'il va venir se plaindre sur un gros loupé, soit parce que la vie personnelle fait que tu as une galère à un moment donné, et là tu te dis, merde, si j'avais un peu anticipé, j'aurais pu avoir l'effectif pour ça. Donc moi, en l'occurrence, c'était quand je suis tombé malade au mois de février. Et direct après, c'était OK, on va mettre un gros billet sur le recrutement. On a fait rentrer en février 3 personnes, et les mois qui ont suivi, ça fait que s'enchaîner. Et le fait de recruter, bah, ça te permet de te soulager un peu. Pas totalement en réalité, hein, parce qu'il y a un temps de formation qui leur est nécessaire quand même. Mais le besoin en recrutement, il doit être défini dès le départ. Moi, je dis vraiment, il faut avoir 2 strates. C'est plus que 2 strates en réalité. C'est Agnès que tu as reçu il n'y a pas longtemps, du coup. En réalité, c'est avoir une cellule de crise, enfin, faire ta cellule de crise en fonction de la strate que tu envisages. Toi, tu as ta strate dans ta tête quand tu te lances, tout va bien. Mais si ça se passe trop bien, est-ce que tu fais du flou? Tu vois, qu'est-ce que tu mets par anticipation? Est-ce que j'ai besoin de recruter? Oui. Est-ce que je passe par des cabinets de recrutement ou pas? Ou est-ce que mon réseau personnel va me permettre de recruter? Ou si ça fonctionne pas bien, est-ce que j'ai des portes de secours pour aller faire des missions de sous-traitance, pour aller faire d'autres missions et me faire connaître? Et si ça fonctionne comme il faut, bah, ma strat, elle est déjà rédigée. Tu vois. Okay. Et le besoin de recrutement dans cette cellule de crise que tu crées de manière informelle, ça doit être dedans impérativement. Tu vois. Ok, très clair. Ça veut dire que là, sous-entendu, on pourrait aussi se dire, est-ce que ce serait bien
de recruter quand on n'a pas besoin? Oui, je te le dis direct. Tu veux mon histoire personnelle, là? Moi, j'ai lancé en mars 2024, j'ai pris quelqu'un en CDI immédiatement. Ok. J'avais 0 dossier, 0 chiffre d'affaires. Fin mars, il fallait payer un salaire. J'ai injecté en perso. Ok. Parce que j'avais encore rien encaissé. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu veux te lancer, si tu veux croître, tu vas être absent. Tu vas aller chercher du chiffre d'affaires, aller participer à des événements, aller te faire connaître, et tu ne pourras pas être dans la production tout de suite. Même si dans les faits, tu l'es parce que tu veux toujours produire, contrôler. Le cabinet, c'est ton petit bébé, donc tu veux tout faire. Mais le fait de recruter immédiatement, ça te donne aussi une sérénité. Pour le jour où tu dois t'absenter, partir à un événement, être en déplacement, etc., tu as quelqu'un en back-office qui va prendre le relais, s'assurer du truc. Même si c'est vraiment un côté minime, hein, mais ça va venir te soulager et t'accompagner. Donc c'est un conseil que j'ai donné à pas mal de personnes qui se sont lancées. Même avoir un alternant ou une alternante, hein, mais avoir quelqu'un, même si tu lui vends le projet en disant tu vas t'ennuyer tout de suite, mais le fait de tout construire, même si demain tu vas ouvrir ton cabinet dans 8 ans parce que tu finis tes études dans 8 ans, bah, tu auras déjà construit un cabinet, tu auras déjà une vision. Et sur cette partie-là, je pense que ça a été une des meilleures stratégies que j'ai pu mettre en place, parce que c'est ce qui a permis qu'on ait aussi une croissance incroyable. C'est que j'avais quelqu'un en back-office pour gérer. Du coup, il faut quand même avoir cette conviction de ton projet, parce que si tu as un poste de coût et qu'en face, tu n'as pas de recette, tu n'as pas de chiffre d'affaires pour le couvrir, c'est que tu as aussi la conviction que tu vas réussir à aller le chercher. Et aussi, il faut avoir, entre guillemets, une vision de cabinet, de se dire, voilà la vision, voilà où est-ce que je veux aller. Du coup, en fonction de ce que je veux aller, je ne peux pas y aller tout seul, quoi. C'est impossible. Oui, mais moi, je vais te donner un exemple. Quand j'ai lancé mon cabinet, je me disais avoir 1 ou 2 collabs max. Ok, tu vois, genre, ils sont 15. genre max, pas avoir beaucoup de dossiers, avoir un train de vie où je peux rentrer, me reposer, être tranquille, kiffer l'entrepreneuriat sous la forme vraiment liberté, tu vois, liberté d'agir, d'action, etc. Mais la croissance a fait que, bah, en fait, moi, j'ai eu tous les mois, j'avais une nouvelle strat. Tu vois, je me fixais un objectif, bah, j'ai une collab, il faut que j'ai 30 dossiers pour assurer son revenu, mes coûts fixes, plus mon salaire et compagnie, tu vois. Ouais, je comprends. Mais les 30, c'était à 6 mois. On l'a fait en 1 mois. Bah, c'est quoi le prochain objectif? Bah, x2, tu vois. Bah, x2, il te faut quelqu'un d'autre à côté, peut-être pour épauler. Ok, je vois. Et ensuite, il y a l'été 2024 qui est passé, et je pense que c'est l'été de tous les records. On est passé peut-être de 60 à 100, 150 dossiers, je crois. Sauf que là, j'ai pas recruté. Moi, je me suis mis à fond dedans. Et ensuite, en février 24, on est passé à plus de 250 dossiers. Et le genre là, c'était ingérable. Ouais, je vois. Ça, c'est. En fait, ce qui est fou dans l'entrepreneuriat, c'est que, entre guillemets, de toute façon, un projet qui ne croit pas, c'est un projet qui meurt avec le temps. Donc, il faut forcément aller chercher de la croissance, mais c'est trop bien parce que ça pousse, ça avance, mais à un moment donné, en fait, finalement, cette réussite, elle te vient dans la tronche, en fait. Bah, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, si tu fais des fausses cellules de crise, entre guillemets, sur si ça va trop bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois recruter? Est-ce que j'ai des partenaires pour recruter très vite et anticiper, etc. Et si ça va trop mal, qu'est-ce que je fais aussi? Et souvent, en fait, je pense qu'on a des retours d'expérience sur le métier où ceux qui ont une très très bonne croissance, c'est ceux qui sont organisés dès le départ, qui ont fait. Mais en réalité, je pense qu'on a tous vécu la même chose. C'est que ceux qui sont partis ex nihilo, tu vois, sans rien, et qui ont une très bonne croissance, on a découvert la stratégie au fil du temps. Ouais, forcément. Tu vois. Et je pense que là, si je dois faire un retour d'expérience, c'est faites plusieurs scénarios, tu vois. Si tout se passe bien, qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, si tout se passe bien, peut-être et si tu as brûlé ton cash en amont, tu peux même pas recruter, tu vois, ouais, c'est par clair. exemple. Juste à ça. Et vraiment, bah nous, il fallait qu'on passe d'un tout petit bureau à un plus gros bureau. On est passé à 200 mètres carrés. Sauf qu'à l'instant T, on avait 200 mètres carrés, on avait 5 collabs. Inutile. Maintenant, c'est complet. Ouais, je vois. Mais il faut voir. Quand j'ai eu mes 5 collabs, je me suis dit, mais c'est bon, je m'en fous du petit cab qui veut pas grossir. Mais alors, je reprends aussi un peu cette stratégie. J'ai les copains du cabinet Rallye Conseil
Ouais. Ils sont Aix-en-Provence et Paris. Je crois que c'est Paris aussi. Et Lisbonne. Eux, ils avaient aussi cette stratégie à la base de se lancer. On recrute quand on n'a pas besoin. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à 30, je crois maintenant, ou 25, il me semble, avec cette stratégie. Il y avait aussi Naka Conseil, je crois, Oui. un cabinet toulousain. Ouais. Je crois que je l'ai reçu dans les débuts du podcast, lui. Les Ouais. Geeks des chiffres. Notre grand ami Romain. Romain. Et du coup, il m'avait dit, je crois qu'il avait aussi dit cette même chose, où il recrute quand il n'a pas besoin. Il va avoir un beau bureau, un grand bureau, mais je pense que c'est aussi un moyen de se pirater le cerveau aussi, tu vois. Ouais. En mode, bah tiens, il faut que j'aille chercher maintenant, là. Faut que je remplisse tout ça. Bah, en fait, tu as 2 obligations. C'est faut le remplir, faut donner le salaire à la fin du mois, donc faut le financer. Et ensuite, tu as ton petit bébé pour lequel tu joues sa notoriété. Donc, tu es obligé de faire ton mieux. Et je pense que quand tu fais de ton mieux, tu prends les bonnes décisions. Parfois, tu peux te louper sur 2-3 choses, tu vois, mais tu agis pour avoir le meilleur résultat. Pas clair. Donc voilà. Continuons la suite. Alors, quelle autre erreur et qu'est-ce que tu as mis en place en face? Bah, tu as recruté, tout va bien. Lui, il faut déléguer. Ouais. Parce que pendant un laps de temps, c'est toi qui faisais tout ou la majorité des choses. Donc maintenant, tu as des mecs, tu as des filles qui sont là, qui sont prêts à bosser. Mais toi, tu fais beaucoup de choses. Ou tu as gardé des mauvaises habitudes. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré. On a mis une équipe en administratif facturation. On a mis une équipe dans la partie métier, donc des assistants comptables et des collaborateurs. Dans la partie des chefs de mission aussi, métier production, du coup. Et on a mis quelqu'un en juridique. On avait beaucoup de création. Bah, ok, on met un pôle juridique directement. Dans l'aspect métier production, bah, on met des chefs de mission et des assistants collaborateurs. Et dans la partie administrative, on met ça. Et ensuite, des missions qu'on n'était peut-être pas aptes à réaliser, on va se nouer de partenaires. Tu vois. Et cette organisation fait que ça vient fluidifier les relations au sein du cabinet. Mais pour déléguer, ça prend du temps. Tu vois, moi, j'avais j'ai Manel qui est avec nous en assistant de direction. Bah, des fois, je fais mon devis de mon côté. Elle n'est pas au courant. Jusqu'au jour où elle reçoit un mail Bonjour, j'ai toujours pas été embordé sur Penny Lane. Ouais, mais t'es qui? Ah ouais, mais j'ai oublié de te dire, tu vois. Donc, le fait de déléguer, je pense qu'il faut aussi le processer. Qui fait quoi? Et donc, tu vois, aujourd'hui, par exemple, quand j'ai un devis qui doit être fait, c'est Manel qui va le faire, qui va faire l'onboarding également. Quand il y a la prise en main sur le dossier, il y a une affectation automatique à des collaborateurs, tu vois. Et chef de mission, il y a un rendez-vous de démarrage, il y a un rendez-vous de suivi quelques semaines après. Donc, mais ça m'a pris 18 mois à mettre en place. Ok. Ça a été quoi tes freins internes pour déléguer? Est-ce que tu as envie de contrôler la qualité? Est-ce que, en fait, pour toi, ça va plus vite? Genre, ah bah tiens, là, ça va plus vite que plutôt que le donner à quelqu'un. C'est quoi un peu T'as la qualité, t'as la rapidité, t'as cette crainte de perte de qualité qui est pas réelle en réalité, bien sûr. tu vois. Chacun a son niveau de qualité et le client n'a pas besoin de ton niveau à toi, en fait. Le client, il veut de la disponibilité, la compétence, il est dans un cabinet. Moi, mon frein, c'était de dire, le cabinet s'appelle Sheila. On vient pour Sheila. On veut rester pour Sheila. Et là, j'ai affaire à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était un frein. Et le deuxième frein, c'est que c'est mon petit bébé. Tu l'as construit, tu l'as façonné. Et là, je donne la responsabilité à quelqu'un d'autre de le gérer. Donc, il faut surtout pas qu'il le loupe. Alors que j'ai confiance en 100% en mes chefs de mission, tu vois. Mais genre, faut surtout pas qu'il le loupe, etc. Et ça m'a pris un peu de temps. Et après, on a fait une grosse réunion au cabinet. Et en mode, c'était... on peut gérer. Bah, vas-y, gère. Et tu testes un peu petit à petit, tu vois. Et tu vois que tout se passe bien, que les clients accrochent, qu'ils apprécient le relationnel. Et que petit à petit, bah, même quand maintenant je fais mes rendez-vous, c'est si vous signez avec moi, vous allez pas m'avoir. Vous allez avoir les équipes. Par contre, vous avez un sujet, moi je suis disponible, vous m'appelez, je suis disponible. Mais par contre, la priorité, c'est aux équipes. Et maintenant, ok, ça a simplifié, tu vois. Ok. Donc, en fait, déléguer, finalement, c'est un peu sortir. Tu as une to-do list. Et puis, bah, du coup, tu la donnes à quelqu'un d'autre. Du coup, ta to-do list, elle s'est vidée. Mais du coup, toi, tu vas la remplir avec quelque chose d'autre. Parce que tu vas travailler sur d'autres sujets que les autres ne pourront pas faire. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, de déléguer? Ça a été quoi les avantages? Mais en fait, aussi, déléguer, bah, ça a parfois des inconvénients. Est-ce que tu peux aussi faire un retour d'expérience? Genre, les plus et les moins, quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre encore un peu plus en place demain pour que ce soit encore plus
Ouais. Facile pour toi. Je vais commencer par le plus. Vas-y. C'est qu'il y a même s'il y avait déjà le côté commercial qui était pas mal, là aujourd'hui, le côté commercial, il a encore plus accentué. Tu vois, on se fait connaître un peu plus. Je peux aller à plein d'événements pour nous faire connaître ou participer à des conférences, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'avais une envie, c'était de taper dans la communication, faire des vidéos cabinet, présenter les équipes, présenter ce qu'on sait faire, qui on est, etc. J'avais pas le temps. Là, depuis septembre, on a attaqué ça. Et c'est un vrai kiff, tu vois. Et j'inclus les équipes dedans. Tu vois, vraiment côté marque employeur. Mais c'est hyper sincère. Hein. C'est que nous, les équipes qu'on a, on veut qu'elles soient là au maximum. Et la dernière chose, c'est que sur les sujets techniques sur lesquels je peux travailler, une restructuration d'un client, l'accompagnement d'un client dans la mise en place de quelque chose, etc., ça pouvait me prendre énormément du temps. Ou il recevait un mail à 3 heures du matin parce que je bossais hyper tard dessus, etc. Aujourd'hui, c'est fait dans une to-do qui commence à 9 heures, qui va finir à 18-19 heures. Ça rentre dedans, c'est rapide, c'est beaucoup plus fluide. Et par moments, même ces sujets-là sont faits avec les équipes. Un sujet d'éval, des trucs comme ça. Je suis avec le collaborateur, le chef de mission, et on va se prendre la tête sur le dossier ensemble pour qu'ils aient un point de vue métier et que j'ai un point de vue terrain aussi, tu vois. Et sur le côté négatif, la première chose, je pense que quand tu délègues, par exemple, j'ai eu le cas il y a quelques mois déjà, il y a un dossier très très simple qui est rentré au cabinet, un petit jeune qui lance une boîte, etc. Et moi, je l'affecte à Ismaïla, qui est l'un de nos collaborateurs et qui a une évolution incroyable au cabinet, vraiment. Et le client, pardon, va sur LinkedIn, voit qu'Ismaïla est alternant. Tu vois. Et ce qui fait qu'il m'appelle, il me dit ouais, mais tu m'as affecté un alternant, est-ce que tu es sûr qu'il soit compétent, etc. Donc je pense que quand on délègue aussi, la manière dont on le communique au client, c'est hyper important. Moi, ça, j'ai absolument pas communiqué, tu vois. C'est le collab qui a pris son adresse mail, qui a envoyé un mail, bonjour, je suis collab sur le dossier, on va discuter ensemble, on va bosser ensemble. Je pense que si le cabinet met en place une com sur ça, je vous présente tel nouveau collaborateur qui va bosser sur votre dossier, il fait ça, c'est un alternant, tu vois. Le fait de poser juste l'info que c'est un alternant, c'est hyper important parce que ils ont des jours d'absence et ils vont à certains moments ne pas répondre, tu vois, naturellement. Ils sont en cours jeudi, vendredi ou une semaine tous les 3 semaines, 4 semaines, tu vois. Et le fait d'informer le client déjà, il a l'info, il est rassuré. Et le fait de faire un peu une fiche collaborateur qu'on transmet, dès que quelqu'un entre ou quelqu'un prend en charge une mission, ça va donner le max d'infos au client et le rassurer également. Masterclass. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Parce que, ah ouais, non, ça, c'est une masterclass. Parce que valeur perçue côté entrepreneur, t'as un collab qui marche bien, on t'en met un autre, t'es en PLS, quoi. Ouais. Tout de suite, t'as un biais négatif. Ouais. Tu dis pas, ouais, ça va être génial, ça va être mieux. Alors, sauf si vraiment le collab que t'avais, il était pas ouf, on t'a dit, t'inquiète, on t'a trouvé quelqu'un d'autre, mais en fait, il faut du storytelling sur la personne que tu vas avoir. C'est quoi son background, qu'est-ce qu'elle aime faire, comment elle va t'accompagner, plus tu donnes l'info, plus ça rassure le client. Ça, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, parce que ça te fait peur, en fait, quand tu vas avoir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il va bien faire le taf et tout, donc t'es vigilant. Moi, je sais que ça m'est arrivé côté cabinet, dans mon propre cabinet, forcément, t'as une friction. Enfin, moi, j'ai eu les deux cas. J'ai eu du moins bien au meilleur. Ouais. Et quand t'as le meilleur, on te dit que t'as quelqu'un d'autre, bah du coup, t'es en PLS, quoi. Tu dis, ah bah non, j'ai pas envie de te quitter. Donc du coup, c'est aussi compréhensible que tu diras, attends. Et lui, il me dit, t'inquiète pas. Il est comme moi, il fonctionne comme moi, il fait ceci, il fait cela. Du coup, c'est rassurant. Mais je trouve que la fiche d'identité du collab pour l'entrepreneur, ça, je le réutiliserai, ça. Je pense que c'est une chose qui est à faire. Nous, tu vois, on va lancer les newsletters et l'idée, c'est de l'inclure dedans. Ou même si on a une nouvelle arrivée au cabinet, bien sûr. Si tous les clients sont informés qu'il y a quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui bosse, tu vois, mais ça donne aussi une image sur le cabinet, en mode le cabinet grossit aussi, tu vois. Ouais, je vois. Et sur la partie déléguée, il y a une chose qui est hyper importante, et ça, je l'apprends de plus en plus, c'est que il faut savoir responsabiliser ses équipes et leur permettre de prendre des décisions à ta place à un moment donné. Moi, j'ai le cas sur certains impayés de certains clients où on est tellement devenus potes avec ces clients-là où il met du temps à payer, c'est pas grave, tu vois. Mais en réalité, on est dans un business, on n'est pas dans une cour d'amis, etc. Donc, en déléguant ça à Manel, par exemple, bah, elle a le rôle de la méchante, tu vois. Mais ça me permet aussi à ce qu'elle prenne des décisions
ce qui fait que ça accélère la rentrée de trésor. Ça accélère aussi le fait que le client, il va m'appeler en me disant « Non, mais attends, je te paierai peut-être dans 30 jours, ça te va et tout. » J'ai aucune vision sur la facturation, c'est pas moi qui gère, c'est Manel. Si elle te dit c'est tout de suite, c'est tout de suite. Et en plus de ça, elle est capable de bloquer le dossier et j'ai même pas le mot de passe. Donc tu sais quoi, toi et moi, on va être dans la même situation, on va être bloqués. Donc vaut mieux que tu règles tes problèmes avec elle. Moi, je veux pas avoir de problème avec elle parce que je la côtoie tous les jours. Ok, d'accord. Mais alors que Manel est une crème, hein. Vraiment. Hein. Mais dans les faits, c'est elle qui a ce fonctionnement-là. Ok, les chefs de mission, idem. C'est eux qui ont en charge l'organisation des plannings des équipes. Tu vois. Et l'objectif, c'est que moi, je ne vienne pas interférer là-dedans. Ils connaissent le niveau d'urgence des clients. Alors, tu as des urgences qui peuvent tomber par toi directement. Hein. Mais le fait de déléguer, de les responsabiliser sur ça, ça permet de venir à ce qu'ils puissent gérer leur propre planning et leurs propres urgences avec ce que leur client a donné. Donc, tu les responsabilises. Ensuite, ils prennent leurs décisions et tu n'as pas ton mot à dire dessus. Et c'est un peu ce que j'avais étudié pour mon mémoire de DSCG. C'est le terme un peu de l'intrapreneuriat. C'est que le N+1 n'intervient que quand la personne qui est juste en dessous a une situation de blocage. Et quand tu fonctionnes comme ça, bah, tu es dans une forme agile de cabinet où ça va tout seul. Et le jour où ça bloque, bah, on a besoin de toi, tu as débloqué le niveau 1. Ouais, je vois. On part sur une autre situation. Très clair. Donc voilà. Hyper clair. Autre erreur et autre solution face à ça. Je regarde mon téléphone encore, Ouais. hein, mais c'est. On en a brièvement parlé tout à l'heure, mais c'est sur l'aspect management. Tu vois, je trouve que c'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que tu recrutes en te disant c'est pour me soulager. Alors qu'en réalité, quand tu recrutes, tu as une phase de formation, d'encadrement, de transmission et tu ne te soulages pas du tout en fait. Il faut être présent parce que sinon tu vas venir frustrer ton collab que tu viens de faire rentrer ou ton client parce que tu ne réponds pas à ses obligations. Donc, moi, je trouve que c'est complexe quand tu veux allier ton besoin personnel de stratégie, de développement, etc. Mais tout autant, il va falloir que tu te soulages sur la partie opérationnelle production et il faut que tu recrutes. Donc, nous, ce qu'on met en place là pour faire ça, c'est déjà des réunions peut-être toutes les semaines. Tu vois, c'est un mail qui est parti il n'y a pas longtemps. Hein. C'est vraiment des réunions toutes les semaines avec les équipes qui peut durer 1 minute comme 20 minutes, mais simplement s'il y a une problématique, qu'on le sache pour mieux la gérer. Donc ça améliore ton côté un peu management en interne. La deuxième chose qui peut être aussi hyper importante, c'est la formation. Tous les outils te permettent d'avoir de la formation, etc. Mais une formation en interne, ça va permettre de réduire cette complexité managériale et ça peut être des choses très simples. Hein. Là, par exemple, au CAB, il y a une formation qui a été extrêmement demandée, c'est sur les codes TNS. Mais ils n'ont pas besoin de 20 heures de formation, tu vois. Tu as les alternants qui veulent découvrir la notion parce qu'ils en entendent parler à tout va, et tu as les chefs de mission qui ont des particularités sur certains dossiers, qui veulent un peu l'approfondir. Donc, si tu mets en place aussi des formations, ça permet de simplifier ça. Et moi, le meilleur conseil, c'est il faut recruter avant le besoin. Donc, on retombe dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est recruter avant le besoin et pas pour se soulager, parce que quand on recrute pour se soulager, c'est déjà trop tard. Hein. C'est déjà trop tard. Et il y a un temps de formation, il ne faut pas le sous-estimer. Ouais, ce serait une erreur de penser qu'un coéquipier il rentre dans la team et qu'il apporte de la valeur au jour 1. Quoi. Ça n'existe pas. Impossible. En fait, forcément, il y a un délai de latence et la valeur, tu la vois que quelques semaines ou quelques mois après. Oui. Parce qu'il faut qu'il comprenne la culture, l'organisation, et au début, il ne produit pas. Quoi. Il n'apporte pas de la valeur, en fait. Donc, même si on est très bon manager, le management au sens large dans un cabinet, c'est hyper, hyper, hyper important. Après, il faut gérer l'humain. Avec cabinet. Et toutes les équations possibles et inimaginables. C'est ça. Ok, très clair. Continuons notre petit chemin. On a tous des outils. Ouais. Mais est-ce qu'on les utilise réellement ? Est-ce qu'on est vraiment formé à ces outils-là, tu vois moi, j'ai Pennylane, j'ai Jérém, j'ai Ubi qui a des agents IA. J'ai plein d'outils que moi, j'utilisais bien parce que j'ai pris le temps de me former. Mais quand les équipes sont arrivées, ils connaissaient Pennylane sous la forme générale. Jérém, ouais, ok, ça fait de la gestion de REM, mais après, qu'est-ce qu'on en fait Ubi, il y a des agents IA, mais qu'est-ce qu'on fait avec, tu vois et ce qui fait qu'on les sous-estime et qu'on les sous-exploite énormément. Donc, nous, une des stratégies qu'on a mis en place, c'est que la première chose, les collabs testent tous les outils. Si l'outil il est inintéressant,
ou que ça leur convient pas, bah, on prend pas. Parce que c'est eux qui l'utilisent dans les faits, tu forcément. vois. Simple. Il y avait un sujet sur les connexions info.gouv. Tu vois. On s'est dit, on fait un truc nous-mêmes en version SaaS, etc. Trop complexe. Et t'as Egal qui a sorti un outil qui s'appelle Terradion où il automatise l'interaction entre son SaaS et info.gouv. Donc t'as la messagerie en automatique dans l'outil. T'as toutes les deadlines, toutes les TVA qui sont pas passées, tous les comptes info.gouv pas créés, etc. C'est une dinguerie l'outil, tu vois. Genre je centralise tout dans un seul outil. Bah, on a pris le temps de faire former 2 personnes au cabinet, un chef de mission et une assistante de direction, qui eux-mêmes ont formé les équipes après sur l'outil. Idem sur Penny Lane. L'objectif, c'est de venir apporter de la formation sur chaque besoin. Ils savent saisir, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller accélérer la formation là-dessus? Créer tes centres de règles. Ok. Est-ce que la jet de Penny Lane, elle est utile ou pas? Pour nous, pas forcément, mais pour le client qui peut nous demander un bilan, un PV d'AG, ses statuts, oui. Donc il y a des informations qui peuvent aller dessus et qu'on peut mettre. Le client a besoin de notes de frais, de choses comme ça. Penny Lane peut les produire. Sujet facture électronique qui arrive. Nous, on va lancer des formations en interne sur la facture électronique. Mais pour les lancer, il va falloir d'abord qu'on explique au collab ce que c'est. Ensuite, quelle mission on peut proposer. Et ensuite, comment les vendre aux clients. Et ensuite, voir qu'est-ce qu'on choisit comme plateforme agréée ou pas pour les clients. Parce que là, on a tous les outils qui commencent à nous contacter en demandant de choisir. Et c'est hors de question parce que nous, nos équipes ne sont pas encore formées. C'est soit des jeunes, soit des personnes qui savent ce que c'est, mais vaguement. Tu vois, vaguement. Et surtout, comment je mets en place la mission. Est-ce que je réponds aux obligations ou pas? Si je réponds pas, je dois d'abord le mettre en conformité. Une fois qu'il est en conformité, quelle plateforme je choisis? Est-ce que je suis opportuniste? Je mets tout sur ma plateforme. Mais le jour où il part, ça veut dire qu'il y aura un problème là-dessus, si son nouvel expert comptable n'a pas. Ou est-ce que en ayant aussi formé le client, bah, il te dit non, mais moi, rien me garantit que je vais passer 30 ans avec toi au cabinet. Mais par contre, ma plateforme métier, c'est mon métier, je vais y passer une vie. Donc peut-être que je préfère ma plateforme métier. Tu vois. Okay. Donc dans le fait de l'utilisation et la sous-estimation des outils, il faut vraiment pousser la réflexion au loin. Et le meilleur conseil que j'ai à donner aux experts comptables, c'est arrêter de les tester vous-même. Tu vois, donnez-le au collab et c'est eux qui feront le meilleur retour là-dessus. Masterclass. On arrive au dernier, je pense. Hein. Ouais. Dernière erreur, en tout cas, que tu as pu rencontrer dans toute cette aventure. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour, encore une fois, résoudre le problème ou tenter de le résoudre? Celui-là, on l'a résolu en partie. C'est quoi? C'est faire en sorte que ton cabinet soit dépendant de toi. C'est très bien au début, mais c'est très très mauvais. Vraiment, c'est la pire des choses à faire. Moi, pour le coup, je suis là associé, je viens pour mon aide. Toutes les prises de décision passaient par toi, tous les clients te contactent que toi, etc. Donc, très 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 mauvaise décision. Si je dois revenir en arrière, le cabinet, je l'appellerai autrement. Je ferai en sorte d'être quasi invisible auprès des clients, etc. Pourquoi? Parce que nous, il y a des lignes fixes. Les clients, quand on les a mis en place, ils m'appelaient que moi, ils m'écrivaient directement, etc. Ils les utilisaient pas. Donc, je pense qu'il faut dissocier la personne du dirigeant, tu vois. Je suis un collaborateur de l'équipe. C'est-à-dire que tu viens me voir, tu me sollicites quand tu as besoin, comme tu peux solliciter un chef de mission, comme tu peux solliciter un alternant ou un collab, enfin, n'importe. Et pour enlever cette dépendance, j'ai pas de réponse. Enfin, surtout sur la nouvelle génération d'experts comptables, on est communicant sur LinkedIn. C'est-à-dire que les gens viennent parce qu'ils se reconnaissent en nous, potentiellement. Équipe comme client. Quand on reçoit un client, on est là pour le séduire. Mais du coup, c'est moi qui t'ai séduit, c'est pas Shilay Associé qui t'a séduit. Tu vois. C'est Mohamed qui t'a séduit dans sa façon de parler, etc. Et en fait, généralement, tu es la personne qui répond à toutes ces problématiques en termes de rapidité, de besoins, etc. Mais parce que tu es dirigeant de ta boîte. Donc tu te dis, je dois être sur tous les fronts, etc. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un truc traditionnel. Hein. Il n'y a rien de nouveau ou de novateur dedans, mais c'est pousser déjà les clients à appeler leurs collaborateurs, c'est dissocier les tâches, comme je te disais tout à l'heure, et c'est de me présenter comme un expert comptable, mais qu'en cas de problème. Je leur dis souvent, le jour où vous m'appelez, c'est que vous prenez votre téléphone et vous dites, là, je ne dois pas appeler Saad ou Mamadou, je dois appeler Mohamed. Parce que, voilà, mes 2 chefs de mission, c'est pas eux qui ont la réponse à cette problématique, mais c'est Mohamed qui va l'avoir.
Et quand je fais un rendez-vous, souvent, hein, je leur dis, moi, dans l'équation, je sais pas à quel moment je dois me présenter, mais je pense que le jour où vous prenez vos téléphones en disant, mais là, c'est Mohamed, je pense que je dois appeler, c'est trop sensible, c'est que c'est la bonne décision à prendre. Mais ouais, faire en sorte que ton cabinet ne dépende pas de toi, que tu puisses partir, qu'il n'y ait pas d'impact, que tu puisses t'absenter, qu'il n'y ait pas d'impact, et que tu puisses savoir le déléguer, tu vois. Ça, c'est hyper important. Parce que si on vient... Bah, moi, j'ai eu le cas au début. Hein. Je recevais des prospects. Non, mais je veux voir Mohamed. Quitte à ce que je le décale de 3 semaines, moi, je veux d'abord voir Mohamed. Là, aujourd'hui, on essaie de changer un peu ça. C'est qu'on peut passer par les chefs de mission, etc. pour rentrer au cabinet, même si moi, j'aime beaucoup les voir au début. Mais voilà, la dépendance, non. Masterclass, Mohamed, merci beaucoup pour cet épisode qui était fast, questions-réponses. On a porté, j'espère que ça a plu à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait le plaisir de t'être prêté au jeu. C'était pas prévu ce matin. Je me dis comment je vais faire pour le faire passer dans l'épisode. Et puis finalement, on a trouvé ça trop bien dans le couloir. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à toi, Nicolas. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. S'il vous a fait plaisir et kiffé autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, eh bien, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Allez voir le cabinet Sheila et Associés. Si vous souhaitez travailler là-bas, eh ben, vous pouvez envoyer votre candidature. Si vous souhaitez découvrir ce que fait Mohamed, etc., avec toutes ses équipes, eh ben, je mettrai tout ça en description de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Ciao l'équipe!